Moi, j'ai choisi la conférence de prendre un thème qui est finalement on joue au jeu de rôle. Alors, j'ai pris le jeu de rôle papier. Après, mais tout ce que je vais dire peut être transposé dans tout un tas d'environnements. Et finalement, à force de jouer, on peut avoir des feuilles de perso, des feuilles de jeu de rôle avec des héros ou des héroïnes. Mais finalement, la bonne question, c'est comment on peut faire pour transposer ça dans son CV. Donc, je suis Jérôme Boquet, je suis dans l'univers du jeu et de la pédagogie depuis un certain temps. Et effectivement, moi, le jeu de rôle, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'avant le jeu de rôle, j'étais déjà un geek. C'est-à-dire que moi, Strange, Titan, Mandrake, le fantôme, je jouais aux figurines Airfix en plastique dans mon salon avec des Romains, Napoléon. Et puis, en 1981, ma scolarité a pris un tournant majeur quand j'ai découvert le jeu de rôle. Et j'ai joué et je joue toujours au jeu de rôle. Puis, quelques années après, j'ai commencé à faire des animations dans les classes pendant 2 ans, où on animait tout un tas d'élèves de différents niveaux pour les sensibiliser sur sur une situation, la toxicomanie, l'équilibre alimentaire, la Révolution française. Et c'est là où j'ai pu voir que finalement, ça avait un impact. Et puis en 1990, j'ai créé Ecos Concept, que je dirige toujours. On fait beaucoup de formations, on forme beaucoup de managers, on forme beaucoup de collaborateurs, et ça nous a amené à travailler auprès de managers sur le recrutement, les entretiens professionnels, et puis c'est pour ça que c'est intéressant de voir le jeu de rôle, à quel moment je peux en parler. Et puis, pour revenir sur les présentations précédentes, moi j'interviens beaucoup sur ce qu'on appelle la gamification pédagogique, c'est en quoi le jeu, l'usage du jeu, le principe du jeu, peut être un vrai plus dans le développement des compétences. Comme le disait Philippe, il ne suffit pas de jouer. Et puis actuellement, je joue en tant que joueur à Donjons Dragons 5e édition, à l'appel de Cthulhu 7e édition. Je suis moi-même meneur de jeu de l'Anneau unique, d'un jeu qui se situe dans le monde de Tolkien entre Bilbon et le Seigneur des Anneaux. 3 éléments dans ma présentation, et finalement, si ça servait à muscler le curriculum vitae, comment on peut valoriser les années qu'on a passées, et puis est-ce qu'on peut augmenter l'utilité du jeu de rôle? Parce que c'est pas parce qu'on joue qu'on apprend, et je vais y revenir après. Et si je simplifie, on a passé des heures, des jours, des nuits, des semaines, des mois. Moi, je pense que si je compte, le temps passé à jouer, ça se situe en mois, voire un peu plus, et si ça nous servait. D'accord. Alors, quand on est dans un jeu de rôle, le grand classique, c'est l'objectif, c'est de vaincre le boss de fin de niveau, c'est de réussir l'aventure, c'est de solutionner une énigme, c'est de progresser. Mais quand on est dans le monde des organisations, le but, c'est de vaincre le boss de fin de niveau, c'est-à-dire que notre interlocuteur, qui peut être un recruteur, qui peut être notre manager, qui peut être nous-mêmes, se dire finalement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va m'aider à réussir cette mission? Alors, quand on est dans le jeu de rôle, le grand classique, c'est qu'on va avoir une fiche de perso, qu'on va avoir des livres de règles, mais dans la vraie vie, on va avoir un CV. Alors, moi, quand j'ai démarré, le CV devait être écrit. Maintenant, ce n'est pas forcément utile, mais même s'il n'est pas écrit, c'est important d'avoir conscience de ses compétences. Je fais souvent faire cette activité quand je suis en accompagnement, quand je demande à quelqu'un c'est quoi vos compétences, il y a beaucoup de gens, ils parlent de leur ancienneté, parle de trucs qui n'ont pas forcément de valeur. Donc, parler de ses compétences, c'est pas si évident. Et la bonne question, c'est à un moment donné, dans mes compétences, bien évidemment, je vais parler de mon parcours, de mes expériences, voire de mes diplômes. Alors en France, on est un pays où 30 ans après, on me demande encore quels sont mes diplômes. Je bosse avec des non-français, ils me demandent quels sont mes clients. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est à quel moment et comment je vais parler de ma pratique du jeu de rôle et surtout de la bonne façon de faire. Alors, première étape, vous savez, je joue au jeu de rôle. Bon, alors moi, quand j'ai démarré, on ne le disait pas. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, j'ai démarré en 81. Jusqu'aux années 2000, voire encore après, on ne disait pas qu'on était rôliste. Parce que quand on disait qu'on jouait au jeu de rôle, on était regardé un peu comme des pestiférés. Vraiment, il joue au jeu de rôle, mais le pauvre, limite, on devait se cacher. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est à la mode. C'est revenu à la mode. Stranger Things l'a mis en avant. Il y a plein de livres, il y a plein de jeux vidéo. On voit clairement que ça a été fait par des rôlistes.
Et maintenant, c'est carrément un peu l'effet inverse. Dans certains univers, c'est ouais, il est rôliste, elle est rôliste, mais c'est génial, c'est formidable. Et si quelqu'un dit j'aime pas le jeu de rôle, on va le regarder dans certains univers en mode ah mon Dieu, t'as un problème, d'accord? Eh ben non, il y a plein d'environnements dans lesquels être rôliste, c'est pas forcément un avantage. Alors, je vais mettre de côté dans ma présentation si c'est pour bosser dans le monde du jeu de rôle. Alors, là, c'est clair, mais ça va être ce que moi j'appelle un raté critique. Hein. S'il y a des joueurs, le fumble, c'est-à-dire que ça se trouve, il ne connaît pas. Ça se trouve, il l'aime pas, parce que moi je rencontre des personnes qui n'ont pas eu des bonnes expériences, ou alors pour qui jouer au jeu de rôle, c'est tuer des monstres en permanence. Il n'a pas forcément un bon souvenir, mais le plus important, c'est et alors. Et alors, je suis rôliste, et alors. C'est comme pêcheur à la ligne, et alors. C'est comme je joue au tennis, et alors. Jouer au tennis, jouer au jeu de rôle, c'est pas une compétence, c'est une activité. Ok, ça n'a pas marché, je suis rôliste, je vais continuer. Alors vous savez, hein, moi, je joue un magicien à 15e niveau, j'ai sauvé 3 fois le monde, je suis un aventurier aguerri, je suis une détective accomplie, je travaille à Arkham dans la bibliothèque, on va raconter ces personnages en disant, il va comprendre que je suis un vrai survivant, que j'ai vécu plein d'expériences. Bah, sauf qu'il s'en fout. Il s'en fout parce que finalement, tu lui dis, OK, toi, ce que tu sais faire, c'est jouer d'autres personnes. Or, le manager, le recruteur, ce qu'il veut, c'est quoi? Bah, c'est des compétences et des capacités. C'est-à-dire que tu saches lancer un dé, quelque part, c'est pas son problème. Et donc, bah, ce qui va être important à ce moment-là, c'est de se dire, alors, il y a d'autres personnes avant moi qui ont parlé de façon beaucoup plus détaillée de ce que c'est qu'une compétence, mais fondamentalement, une compétence, si on regarde, c'est être capable de, en situation, être capable de, arriver à quelque chose. Et on va avoir 3 grands niveaux de compétences. La première, c'est de la connaissance utile, pas de l'information. Hein, c'est être capable en situation d'avoir l'information utile qui va t'aider. Ça peut être du savoir-faire opérationnel et ça peut être du savoir-faire relationnel ou du savoir-être, qu'on appelle aussi des soft skills. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu de rôle peut nous aider considérablement à mettre en avant le fait qu'on a des compétences. Si on regarde d'ailleurs dans les 2 grands jeux de rôle que j'ai choisis, hein, Donjons et Dragons et l'Appel de Cthulhu, quand on joue un personnage, on a bien des compétences. On a marchandage, on a agilité, on a acrobatie, et le personnage, en fonction de son expérience, il va avoir plus 8 à ses jets d'acrobatie dans Donjons et Dragons, et il va avoir peut-être 70% en bibliothèque, qui va illustrer le fait que si j'ai 70%, j'ai l'habitude de chercher dans des bibliothèques, donc ça va simuler le fait que mon personnage, j'ai cherché dans des bibliothèques. Mais ça ne veut pas dire que moi, en situation, je ne vais pas être perdu dans une bibliothèque. Alors, si on continue, bah, ce qui va être important, c'est de se dire comment est-ce que je vais valoriser les années de pratique comme meneur et comme joueur. Ok. Alors déjà, on va faire une différence, parce qu'il y a un terme que je trouve mal utilisé. Quand on parle, quand on dit qu'on fait du jeu de rôle, c'est pas vrai. Notre hobby, c'est du jeu de rôle. Hein, c'est du role-playing game. On ne fait pas du role-play. On fait du jeu de rôle. On joue à jouer quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs le plaisir. C'est de jouer un demi-orc, c'est de jouer un guerrier de l'espace, c'est de jouer une victime, c'est de jouer un gobelin, c'est de jouer ce qu'on veut. Or, on joue quelqu'un d'autre qui fait. Or, ce qui est intéressant, ce qui va avoir. Alors, sauf si votre objectif, c'est de détecter une compétence dans laquelle on joue des gens autres que soi. Mais ce qui va être intéressant, c'est en quoi le jeu de rôle m'a amené, moi, à faire certaines choses. Parce que finalement, hein, votre persuasion, votre baratin, votre marchandage, celle du perso, on s'en fout. Ce qui va être important, c'est celle que vous avez développée parce que vous jouez euh, des personnes dans des scénarios ou parce que vous êtes meneur de jeu. Et c'est là où, effectivement, ceux qui disent j'ai 90 en baratin, je lance mon dé, j'ai réussi, je le convainc, développent moins de compétences que ceux que, même s'ils ont 90 en baratin, ils vont quand même essayer de convaincre le meneur de jeu. Et c'est l'intérêt dans le jeu de rôle. C'est pas simplement de lancer des dés. C'est à un moment donné de raconter des histoires, d'essayer de le convaincre, et puis on lance un dé pour vérifier c'est bon. Alors, par rapport à ça, première option qu'on peut rencontrer, qui marche pourquoi pas, c'est on part de ce que le jeu de rôle m'a aidé à faire. Et moi, je dois dire que le jeu de rôle,
depuis que je le pratique, m'a considérablement aidé. Et je vais commencer à lister tout ce que je peux faire. Ça m'a aidé à créer un perso, je sais faire des plans foireux. Vous savez, ces plans dans le jeu de rôle où on passe des minutes entières à se mettre d'accord sur ce qu'on va faire, sachant pertinemment que dès qu'on va démarrer, ça va partir en live. Et l'un des grands plaisirs, c'est de s'en sortir. J'ai jamais vu aucun plan fait dans un groupe en jeu de rôle qui se passe comme prévu. D'ailleurs, si ça devait se passer comme prévu, moi je me tournerais vers le jeu de rôle, vers le meneur de jeu en disant non, non, ce qu'il faut, c'est que ça parte en sucette. Hein. Le plus intéressant, c'est quand tout ce qu'on a fait ne se passe pas comme prévu. Mais surtout, il y a un risque majeur. C'est si je pars de moi, il y a un risque que je sois en décalage. Hein, c'est un peu comme de jouer un barbare dans un scénario de Cthulhu ou d'avoir pris beaucoup de points en bibliothèque alors que le meneur de jeu a prévu un scénario. Alors, ça vous parle, PCMT, ceux qui sont dans la salle? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, PCMT? Allez. Hein, ah, c'est un truc de vieux joueurs. On jouait à Donjons et Dragons, première édition. Hein? Non? Ah, porte, couloir, monstre, trésor. Vous savez, les hack and slay, les scénarios dans lesquels on ouvre une porte et on a 300 gobelins qui vous attendent depuis 10 ans. Hein, où il y a un dragon dans une pièce et on se dit, mais comment il fait pour vivre? Ah oui, alors ah oui, moi, hein, dans mon club, et avec les joueurs avec qui je joue depuis près de 40 ans, c'est porte, couloir, monstre, trésor. Et il y a un risque de passer à côté. Donc, ça va être intéressant, on peut le faire, et on sera plutôt là sur des compétences, on va dire, des compétences adaptatives, des compétences de base. Et c'est vrai qu'en jouant, on va apprendre à lire, on va apprendre à regarder dans les règles, mais ça, on va dire, c'est plus des potentiels que des compétences. Et je me souviens d'un échange avec Philippe, on avait dit que c'était un peu ce qu'on pourrait appeler les proto-compétences. Et le jeu de rôle nous aide énormément. OK, deuxième étape, et moi je trouve que c'est plus utile, on va faire comme si on créait son perso. Bah, c'est quoi le scénario? Tiens, bah, le scénario, ça va être quoi? Ça va être d'aller... hein, voilà, ça va être... C'est quoi le contexte? Où je vais travailler? Avec qui je vais travailler? OK. Et c'est quoi le perso dont on a besoin? Bah, c'est un boulanger. Bah, c'est un commercial. Bah, c'est un animateur dans un centre de loisirs. Bah, c'est un enseignant pour étudiants. Pour collégiens, pour lycéens, bah, c'est pas les mêmes compétences dont on aura besoin. Et à partir de là, on va se dire qu'est-ce qui est attendu, quelle compétence, quelle expérience, quel niveau. Je vais revenir après en fonction du niveau. Le jeu de rôle va nous aider quand le niveau qui est demandé n'est pas trop décalé par rapport à ce qu'on fait déjà. Puis on va commencer à se dire c'est quoi mes compétences transférables, professionnelles, c'est-à-dire celles que j'ai apprises en travaillant, et puis celles qui viennent du jeu de rôle. Et puis surtout ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est partir non pas de tout ce que j'ai fait, ça peut faire une liste sans fin, mais plutôt partir de quoi l'autre a besoin et qu'est-ce qui pourra renforcer le fait que mon interlocuteur va se dire il en est capable. On continue, puis là on va se dire effectivement est-ce que je parle ou non du jeu de rôle? Déjà, est-ce que c'est valorisé dans l'univers de mon interlocuteur? Moi je bosse avec des startups, je parle du jeu de rôle, ils me regardent tous, ils ont l'impression que de donner, ils me disent « Oh, moi je joue depuis longtemps, ça fait 5 ans, et toi Jérôme ?» Je réponds « 40 ans. » Ah ouais, d'accord. Mais déjà, si j'ai une compétence professionnelle, personnelle forte, il n'y a pas besoin de parler du jeu de rôle. Éventuellement en complément, mais dans ce cas-là, je vous conseille, parler de vos compétences réelles, vos compétences professionnelles. Par contre, là où c'est intéressant, c'est quand on a une compétence qui est faible. C'est-à-dire, par exemple, je vais revenir après, animer des réunions, vous allez dans un poste où il y aura besoin d'animer de nombreuses réunions, vous ne l'avez pas vraiment fait dans votre parcours professionnel, enfin hors jeu de rôle, dans ce cas-là, ça va être intéressant de s'appuyer sur vos habitudes d'animer des tables de jeu de rôle. Donc moi, je conseille de parler du jeu de rôle quand ça vient renforcer une compétence qui n'est pas complètement développée. Sauf si votre interlocuteur, vous savez qu'il aime le jeu de rôle et qu'il l'apprécie. OK. Une fois qu'on a fait ça, si on regarde, ça va être intéressant de se dire finalement quelles sont les connaissances que le jeu de rôle m'a permis d'apprendre. Alors, je vous ai mis à gauche un exemple de connaissances qu'on recherche chez un collaborateur. La connaissance de qui fait quoi, les solutions. Connaître les 28 clans ninja au Japon au XVIIe siècle, ça peut être super intéressant si vous jouez aux légendes
à la légende des 5 anneaux. Si votre poste n'a pas de lien avec les ninjas au Japon, ce n'est pas une connaissance véritablement utile. Donc, ça peut être quoi, à votre avis, dans le chat? Ça peut être quoi une connaissance utile que la pratique du jeu de rôle a pu vous amener? Pour être quoi? Quelque chose qui est vraiment, je l'ai appris, ouais. Ça pourrait être quoi? Communication. La communication, Philippe, ça serait plutôt un savoir-faire. Mais effectivement, ça peut être la connaissance des différents outils de communication. La lecture de spec. Alors, on sera plutôt dans l'étape d'après. C'est vraiment, ça peut être connaître les 23 différents types de spec ou les 25 outils différents. Mais effectivement, là, c'est plus compliqué, sauf si on se destine à travailler dans un univers ou dans un métier qui est très lié au jeu de rôle ou au sujet qu'on a traité. Là où c'est plus intéressant, ça commence à être les savoir-faire techniques ou procéduraux, ce que je sais faire. Voilà, je sais sélectionner et doser des ingrédients, c'est-à-dire je suis boulanger, je sais réaliser quelque chose. Et là, si on regarde par rapport au jeu de rôle, le confinement a fait que pour les rôlistes qui étaient habitués à faire leur jeu autour d'une table, on a pu être amené à travailler à distance. Moi, maintenant, je fais des parties avec Roll20. J'attends avec impatience qu'on puisse se retrouver autour d'une table, mais en même temps, pour faire une partie rapide avec des copains qui sont répartis dans toute la France, c'est une bonne façon. Et ça peut permettre de montrer à certaines organisations qu'on sait utiliser des outils à distance. Mais là où organiser un tournoi, pour ceux qui ont organisé en club un tournoi, ça apprend beaucoup sur la conduite de projet. Surtout quand, à la fin, tout le monde vous dit ce qu'il aurait fallu faire autrement sans jamais vous avoir aidé. Mais là où je trouve que c'est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les savoir-faire personnels et relationnels. Et à gauche, je vous ai mis une liste des savoir-faire qui sont les plus demandés et appréciés dans les organisations. Et c'est plus comment je me comporte avec d'autres personnes, comment je travaille en équipe, etc. Mais là où ça va être intéressant, c'est de se dire, d'accord, j'ai l'habitude de travailler en équipe. Mais si je suis avec une bande de potes que je connais depuis 30 ans, ou si je suis dans un club, c'est pas pareil. Et pour reprendre ce que disait Antoine tout à l'heure, moi je me suis beaucoup intéressé au sujet des MMORPG et du lien avec le management. Et oui, on développe des compétences managériales, mais il faut faire attention au contexte. Ceux qui jouent au MMORPG sont des gens qui sont prêts à payer et à passer du temps pour vivre leur passion. Et on retrouvera ça dans les organisations si on est amené à gérer des sportifs de haut niveau, si on est amené à gérer des traders. Parce qu'eux, ils sont motivés, ils avancent tout seuls. Et savoir fédérer des gens motivés qui avancent tout seuls, comme dans une association ou une ONG, c'est un vrai talent. Mais dans la plupart des organisations, les gens, ils viennent pour gagner leur vie, passer un bon moment, et ils ne sont pas forcément aussi accros que des joueurs. Et c'est là où des compétences qu'on aura pour motiver des gens qui sont accros, forcément utiles pour motiver des gens qui viennent juste travailler et ils ont raison. Donc ça va être intéressant de se dire aussi, c'est pas parce que ça marche dans un contexte que ça marche dans un autre. Et dans l'exemple que donnait Antoine, le choix pour des jeunes de quelqu'un qui est jeune et qui aime le jeu peut être adapté. Mais cette même personne aurait pu faire un flop total dans un autre univers parce qu'elle n'aurait pas retrouvé ce qu'elle retrouvait dans une guilde de joueurs en ligne ou dans un club de jeux de rôle. Donc, ça va être important de faire, et Philippe en parlait avant, la décontextualisation, c'est-à-dire ce qui marche dans une situation, est-ce que ça marche dans une autre situation? Voilà, si je continue, comment je vais parler de ma compétence? Imaginons, je le disais avant, voilà, je me rends compte que dans ce dont j'ai besoin, alors que ce soit pour trouver un boulot, pour progresser, pour me valoriser, il y a besoin d'animer des réunions. J'en ai jamais vraiment animé, professionnellement parlant. Par contre, ça fait des années que j'anime des tables de jeux de rôle. Bon, dire, vous savez, j'ai animé des dizaines et des centaines de parties de jeux de rôle. Éventuellement, si l'interlocuteur en a déjà vécu et qu'il sait que c'est proche de l'animation de réunion, peut-être que si vous avez de la chance, il fera le lien. C'est à nous de le faire. Donc moi, je conseille un truc plutôt qui serait de dire, bon, j'ai déjà animé effectivement et assisté à de nombreuses réunions professionnellement, et puis c'est un sujet
que je connais bien, dans lequel je me sens à l'aise, parce que ça fait des années que j'anime dans un club, une association. Alors là, je ne suis pas sûr de parler de jeux de rôle. Parler de, voilà, des réunions dans lesquelles je prépare l'ordre du jour, ce qu'on appelle le scénario, et puis je lance la réunion, ce qui s'appelle lancer l'histoire, et puis après, je sais gérer des personnes qui ont des motivations. Je conseille à ce moment-là, pas forcément de parler du jeu de rôle, mais de parler des compétences et des pratiques qui ont été faites dans le cadre d'un scénario. C'est ça pour moi qui est le plus intéressant. Donc, est-ce qu'on parle du jeu de rôle dans son CV? Oui, éventuellement comme passion, mais ce qui va être intéressant, c'est de mettre en avant les compétences que ça vous a amené à utiliser dans le cadre du jeu de rôle. Si on fait ça, il y a de fortes chances que finalement, votre interlocuteur, il trouve que vous avez de la pratique. Alors, deuxième point que je voulais voir avec vous, mais ça a déjà été abordé dans d'autres présentations, je vais aller plus vite. Est-ce qu'on peut accélérer? Parce que là, c'était juste, je prends ce que j'ai fait et je vois si ça peut m'aider. Est-ce que je peux accélérer le développement des compétences? Alors déjà, première chose, si cette image vous parle, c'est que vous avez plus de 20 ans ou que vous aimez les vieilles séries. C'est Kung Fu. On ne développe pas forcément ses compétences en jouant au jeu de rôle, mais c'est en jouant au jeu de rôle qu'on peut développer ses compétences. Et vous avez 2 heures. Cette contradiction est intéressante parce que ce n'est pas parce qu'on joue qu'on développe des compétences, mais le jeu peut être l'occasion, et Philippe l'a précisé avant, de développement des compétences. Alors, c'est quoi les conditions? Déjà, de bien dissocier, est-ce que le jeu de rôle est une finalité ou est-ce que c'est un moyen? Quand moi je joue avec des copains, la finalité, c'est de passer un bon moment, c'est pour faire progresser mon personnage, c'est de réussir la mission, voilà. Et fondamentalement, quand la partie est finie, c'était cool, c'était sympa, et peut-être, sans m'en rendre compte, j'aurais appris des trucs. Je ne suis pas sûr que je me dise, là, tu as mal su convaincre ton interlocuteur. Je vais juste me dire, tu n'as pas eu de chance. Il y a une différence entre un jeu, dont le but est dont la finalité est de jouer, et ce qu'on appelle le jeu pédagogique, dans lequel la finalité, c'est d'apprendre. Et le moyen, c'est le jeu. Et c'est intéressant parce que Philippe a parlé juste avant, et je l'avais choisi, comment est-ce qu'on exploite son expérience? C'est le cycle de Kolb, qui est en 4 étapes. Je vis une expérience. Là, ça peut être le jeu de rôle. À la fin de cette expérience, je vais débriefer. Je vais analyser qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que je devrais faire. Puis ensuite, je vais me dire quels enseignements j'en retire. Alors, ça peut être des enseignements dans le cadre du jeu, la prochaine fois je ferai ça, mais c'est aussi de me dire, mais tiens, finalement, là, le fait d'avoir convaincu le gars en lui racontant une histoire qui était adaptée à ce que je savais, est-ce que ça ne voudrait pas dire que quand je suis sur le... Et c'est en faisant cette différence entre ce que j'apprends dans le jeu et de en quoi ça peut m'aider dans la vraie vie, que ça peut m'aider après, soit dans le jeu parce que je vais tester, soit dans la vraie vie parce que je vais tester, d'effectivement me dire, mais bon Dieu, ce que je fais depuis des années, ça peut marcher. Moi, je joue à des jeux de société, à des jeux de stratégie, et pendant des années, je jouais à des jeux de stratégie et je ne connaissais pas les méthodes projet. De toute façon, les méthodes projet, la plupart des gens qui utilisent, ça ne marche pas. Puis un jour, j'ai rencontré des clients qui m'ont dit non, mais les méthodes projet ne servent à rien. Ce qui est important, c'est de partager quelques éléments du projet. Quand ils me les ont montrés, je me suis dit, mais c'est ce qu'on fait dans les parties de jeux de rôle quand la stratégie fonctionne. Et c'est là où très rapidement, j'ai pu capitaliser l'expérience que j'avais acquis tout au long des parties de jeux de rôle, de jeux vidéo. En conclusion, ce qui va être important, c'est par rapport au jeu de rôle, oui, c'est un super outil un super outil pour progresser. On en parle, mais en faisant le lien et en regardant bien quel est le besoin de son interlocuteur. Et puis, deuxième point, on peut considérablement augmenter l'efficacité et le bénéfice des jeux de rôle à condition d'exploiter et de faire le lien avec ce qui s'est passé dans le jeu et ce qui s'est passé en dehors du jeu. Alors, voilà, j'arrive au bout. Est-ce que vous avez des questions dans les quelques minutes qui restent? On peut venir sur le slide précédent. C'est celui-là. Choisillons. D'accord. Alors, c'est une version simplifiée.
Alors, il y a pas de début ou de fin. Ça peut être, je peux commencer, voilà, après tout, c'est j'apprends des éléments, je m'entraîne avant de mettre dans la vraie vie, je débriefe. Hein, c'est un cercle perpétuel. Hein, et donc, mais moi, j'ai des copains, ça fait des années que je joue avec eux. Je sais que dans le jeu, ils sont très bons sur certaines compétences ludiques. Euh, et ben, j'ai jamais vu le lien dans leur vie professionnelle. Et après tout, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a des questions, prenez la parole. Euh, hein, parce que il y a dans la salle tout un tas de personnes qui connaissent bien le sujet. Donc, alors, excellent, Diane. Oui, oui. Après, quand on parle de jeux de rôle, il y a plein de jeux de rôle. On en parlait avant avec Philippe, entre Moreno, entre le jeu de rôle, la mise en situation, etc. Enfin, il y a plein. Il y a de la simulation. Je peux jouer une fonction, je peux jouer une personne, je peux jouer une personne avec des compétences, une personne avec des motivations. Enfin, on peut aller très, très loin. Et comme le disait Philippe dans l'intervention précédente, ce qui est important, ce n'est pas le temps de jeu. Ce qui est important, c'est l'exploitation du temps de jeu. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Il n'y aurait pas de questions, vous pouvez les poser aussi Voilà. par le chat. Dans le chat ou en direct. J'avais vu qu'il y avait d'autres présentations avant, donc je me doutais de ce qui allait être mis. Euh, pour vous donner une expérience, dans les années 1990, donc quand on a démarré, et c'est. Alors, je disais tout à l'heure, quand je disais à Philippe, ça fait 40 ans que c'est à la mode. C'est-à-dire qu'il y a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai, effectivement, pendant longtemps, il y avait beaucoup d'éléments qui ressortaient de façon empirique. Là, ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses maintenant qui viennent prouver ou au contraire remettre en question ce que l'on croyait. Et quand j'ai démarré en 1990, j'ai utilisé, le premier jeu que j'ai utilisé, c'était un jeu de rôle. C'était le premier jeu qu'on a utilisé chez Ecos Concept. Et j'avais mis des feuilles de personnages avec des compétences pour des directeurs commerciaux. Et je l'ai fait une fois, parce que je me suis rendu compte que pour eux, lancer des dés, utiliser des compétences n'était pas le plus utile. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que la fois d'après, j'aurais donné des personnages avec des motivations, et là, ils pouvaient très facilement rentrer dans le jeu. Alors, j'avais juste rajouté le D20 qui permettait à un moment donné de gérer un aléa, et pour eux, à l'époque, c'était super. Alors, Antoine dit expérience, réflexion, apprentissage, application. Alors, il y a des termes plus techniques, hein, il y a des termes plus techniques, mais c'est la version simplifiée. Hein, moi, j'aime bien ces modèles parce que ça permet de prendre du recul. Hein. Moi, je les vois comme des modèles. Mon rôle en tant que formateur et animateur de formation, c'est d'avoir des modèles en tête pour analyser ma pratique ou aider des formateurs, là où, par exemple, Philippe et Antoine vont être beaucoup plus dans comprendre et identifier ce qui se passe derrière. Euh, c'est bon? Bon, il nous reste une minute, donc si vous voulez. Alors, des modèles, il en existe plein, hein, mais je trouve que celui-là, il est plutôt bien foutu. Si en plus vous rajoutez, comme le disait Philippe, Kirkpatrick, donc à la fin d'une formation, la réaction, c'est est-ce que les gens sont contents ou pas, ça c'est important. Le deuxième niveau, c'est est-ce qu'ils ont appris des choses qu'ils pourraient utiliser. Le troisième niveau, c'est est-ce qu'on voit réellement, si on revient après, qu'ils l'ont mis en œuvre. Et le quatrième niveau, c'est est-ce qu'on a atteint des résultats, autrement dit, est-ce qu'on voit bien que ça a été mis en œuvre sur le terrain. Et tout ce qui est pédagogie active, méthode participative, mise en situation, augmente ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire être capable, après la séquence de jeu, plus facilement de mettre en œuvre dans la vraie vie ou dans un autre contexte. Et donc, de votre participation. Je vais rester avec plaisir pour les autres présentations. Alors, je me demande aussi si le meneur de jeu n'est pas un amplificateur. Alors, ça dépend, Antoine, quel meneur de jeu. C'est-à-dire que, oui, moi, quand j'anime mes formations ou des jeux de rôle en formation, souvent durant la pause, j'ai des apprenants ou d'apprenants qui me voient en disant Jérôme, t'es rôliste, tu as le meneur de jeu qui sait co-construire une histoire, qui sait faire participer, puis tu as le meneur de jeu, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros.
hein, mais le vrai meneur de jeu qui construit son histoire, qui va en même temps utiliser les caractéristiques du personnage et en même temps faire du roleplay, c'est le meneur de jeu que moi j'apprécie. C'est d'ailleurs, c'est ça un bon formateur. C'est quelqu'un qui sait jouer et qui sait gérer ces différents éléments. Sur ce, bah, écoutez, je vais. Alors, Kirkpatrick, ouais, c'est ça, Kirkpatrick, je crois que c'est ça. Hein. Alors, regardez bien, il y a eu récemment une mise à jour du modèle que je trouve est encore plus intéressante d'aller plus loin. Ok. Merci à vous.